Je vous présente ou je vous représente Ramzi et Guillaume qui sont les fondateurs du projet Carbonable. Donc Carbonable que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Je vous l'ai présenté en 2022 sur YouTube en avril. Ils ont été aussi sponsors de notre seule conférence Coin Academy en 2022 là aussi. C'est des bons copains et on a quelques copains communs dont Abdel d'ailleurs qui fait partie de plus ou moins de l'équipe technique aussi. D'ailleurs on aura le temps de revenir dessus, vous nous direz où ça en est aujourd'hui. Donc écoutez messieurs, je vous laisse vous présenter rapidement déjà et nous expliquer aussi ce que c'est Carbonable. Écoute, merci beaucoup, Capet. Ravi d'être là ce soir. Toujours. Ça fait plaisir. On va pas dire comme à l'habitude parce que ça fait que 2 fois, mais ça fait plaisir. Présentation rapide. Écoute, Ramzi et moi, on est 2 amis de longue date. On se connaît depuis la prépa, école d'ingé, etc. À titre perso, moi, j'ai migré au Canada ensuite. J'ai fait un MBA. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec la casquette Head of Product sur des produits digitaux, donc à Montréal et à Vancouver. Et puis j'ai toujours aussi été pas mal actif sur le front environnemental j'étais au bord d'une ONG et j'ai travaillé en consulting pour Care International. Et puis à un moment donné, l'envie de justement mixer les deux, combiner les deux. Et à travers un actif qui est l'actif dont on va parler un petit peu, qui est l'actif du crédit carbone, et qui est aussi prometteur qu'il est complexe. Et c'est avec Carbonable et avec Ramzi, du coup, qu'on a décidé d'attaquer ce sujet-là. Et on va en parler juste après. Yes. Et du coup, Ramzi, pédigré. Let's go. Et je suis tellement ému de revoir cette photo cover avec le montage de l'ancien logo et nos têtes. Ouais. Tu sais que Capet, c'était avec toi qu'on a fait le premier live quand même sur YouTube, donc OG Carbonable, et on est très content de revenir sur ta chaîne. Donc moi je suis Ramzi, je suis aussi cofondateur, ingénieur. Moi je suis resté du côté Darkside, on va dire. J'ai fait de la grande distribution pendant une dizaine d'années, Procter & Gamble, Coty, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je peux parler Tampax et Pampers, ça peut parler aux gens. Donc ça, j'ai fait pendant une dizaine d'années. J'ai fait beaucoup de supply chain. Comme on disait, j'étais directeur d'entrepôt à la fin. Je suis passé par une association caritative qui s'appelait Total Energy pendant 1 an et demi. À la fin, je me suis dit, bon, on va quand même faire des trucs intéressants. Non, mais blague à part, il y a quand même des gens impliqués et des gens qui essaient de faire les choses bien partout, de toute façon. Et on peut changer les choses que de l'intérieur. Donc, très, très formateur. Et on est passé sur une volonté d'avoir un impact positif sur la société, et on a une approche un peu pragmatique sur comment résoudre des problèmes et agir plutôt et prouver l'action. Donc, on y reviendra par la suite. Je ne suis pas plus long sur la présentation. Yes, et je vous propose déjà de nous parler un petit peu de Carbonable. Comment ça vous est venu déjà? Et ça consiste en quoi, tout simplement? Parce qu'on s'adresse à des gens qui sont dans la crypto, ils ne sont pas dans le crédit carbone. Et on s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément un goût pour la complexité, déjà d'une part, et peut-être qu'ils ont un avis déjà un peu tracé sur le crédit carbone, que ce soit pour les plus complotistes d'entre eux peut-être, et puis ceux qui ont vu aussi le Netflix de Marco Mouli, forcément, ça revient à chaque fois, la fraude au crédit carbone. Donc déjà, un crédit carbone, c'est quoi, pour commencer? Un crédit carbone, on peut le voir comme en fait, il y a 2 types de crédit carbone. On ne va pas complexifier, mais il y a 2 types. Il y a le crédit carbone qui est dit réglementaire, qui est le crédit carbone qui a fait beaucoup de bruit avec Marco Mouli. C'est une espèce de taxe, c'est un quota. Tu as un quota, si tu vas plus haut, tu payes une amende, et si tu vas plus bas, tu peux revendre tes crédits carbone. Ça, factuellement, bon, l'impact, il est juste pour essayer de pousser les entreprises à réduire, parce que du coup, elles vont payer moins de cash en amende. Par contre, il y a un nouveau crédit qui a été instauré. Quand on dit nouveau, c'est pas si nouveau que ça, c'est il y a une dizaine d'années. Donc, un crédit qui s'appelle le crédit carbone volontaire. Et ce crédit carbone volontaire, c'est assez simple. En fait, c'est un actif qui permet de financer des actions positives pour l'environnement. Donc, typiquement, un crédit carbone sur le crédit carbone volontaire, c'est 1 tonne de carbone qui est absorbée ou qui est évitée. Et donc, en fait, ça équivaut au financement de cette partie d'un projet qui a permis l'absorption ou l'évitement d'une tonne de carbone dans l'atmosphère. Donc, ça peut être quel type de projet? Alors, il y a plein de types de projets. Un qui est assez connu et sur lequel on se concentre pas mal, c'est la restauration d'écosystèmes. Typiquement, imagine, tu avais un terrain rasé qui a été rasé, où on a mis un champ de vache typiquement dedans, sur une forêt équatoriale ou quoi. Et bien là, tu restaures cet écosystème
et ça va absorber du carbone, ça va régénérer la biodiversité, etc. Mais ça absorbe du carbone et donc là, il va y avoir une quantité de crédit carbone associée au financement de ce projet. On demande dans le chat, alors ça je trouve ça intéressant déjà d'office, ce crédit Ouais. il est français, il est européen, comment ça se passe? C'est un marché international, ouvert. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'en fait c'est vraiment, tu vois, le marché du crédit carbone volontaire. Ça rentre dans une démarche théoriquement volontaire. C'était ça et c'est pour ça que ça s'est nommé de cette manière. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cadres réglementaires qui est en train de se mettre en place. Typiquement, il y a l'Europe qui pousse assez fort avec un certain nombre de réglementations. Ils sont engagés, l'Europe, à la neutralité carbone en 2050. Et du Ok. coup, ils mettent plein de réglementations en cours. La CSRD, la CBAM, on ne va pas rentrer dans tous ces acronymes, mais c'est plein de réglementations qui poussent les entreprises à petit, avoir un engagement de neutralité en 2050. Et donc, c'est aujourd'hui dans un statut hybride où c'est juste la loi de l'offre et de la demande. Et bientôt, ça va être encore plus poussé par l'aspect réglementaire. Ok, donc il y aura un monde où potentiellement ils vont forcer un peu les plus gros groupes ou peut-être qu'ils vont sizer les groupes et dire à partir du moment quand tu as, je sais pas, un certain nombre d'employés que tu pollues d'une certaine façon, tu vas être obligé de te rattraper en finançant des projets justement de restauration de la nature. Ouais, en fait, même là, c'est déjà en cours dans le sens où, tu vois, l'acronyme dont je parlais, la CSRD, c'est une obligation maintenant pour toutes les entreprises de plus de X employés de faire une full disclosure de toutes leurs activités extra-financières. Donc, Ok. typiquement, tout ce qu'ils font en dehors du financier, donc sur le front carbone notamment. Et donc, sur ce front carbone-là, si on l'a fait simple pour tout le monde comprendre ce que c'est que la neutralité carbone, je suis une entreprise, j'émets des émissions. Ça, je veux dire, c'est le Du b.a-ba. N'importe quelle CO2, entreprise, tu ne peux pas faire autrement. Il y a des humains, il y a de la technologie, c'est des choses qui consomment de l'énergie et génèrent du CO2. La première grosse étape, ça va être de faire un bilan, savoir combien j'émets et pourquoi. La deuxième grande étape, ça va être de baisser au maximum tout ça, donc de réduire au maximum mon empreinte. Mais tu arrives à un niveau qui est incompressible, et donc ce niveau incompressible, il va falloir que tu le contrebalances. Avant, il y avait un terme qui était bien utilisé en France, c'est la compensation. C'est là, tu contrebalances tes émissions et pour ce faire, tu vas financer des actions ou tu vas acheter des crédits carbone. Soit tu finances des actions qui génèrent de l'absorption, soit tu achètes des crédits qui ont déjà généré de l'absorption. D'accord, ok, très simple, très clair. Et du coup, Carbonable, c'est quoi? Et pourquoi avoir choisi de la crypto d'ailleurs, si vous pouvez nous en parler? Eh bien, alors, Carbonable, aujourd'hui, on se définit comme étant le copilote de la séquestration carbone, que ce soit d'ailleurs pour les individus ou pour les entreprises. Donc, on travaille avec des grandes entreprises, Orange, Pierre Fabre, etc. Mais dans le cadre de ce show aujourd'hui et de ce live aujourd'hui et je pense, l'opportunité dont on va discuter, c'est plus pour les individus. En fait, on permet de rendre accessible le financement à des projets de séquestration carbone et en fait, de rendre cet investissement vert accessible à des individus. Normalement, c'est des investissements qui sont réservés à des grosses boîtes. Pourquoi? Parce que le montant pour financer ces projets est souvent très élevé. On En parle dizaines de milliers, de centaines de milliers d'euros, voilà, voire plus. c'est plusieurs centaines, voire en fait 1 million et plus. Ok. Typiquement, le projet auquel on donne accès là mardi, c'est un projet qui, théoriquement, la porte d'entrée est à $1 million. Ok. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on permet, c'est à la fois de rendre accessible cet investissement à tous et à la fois de le rendre aussi intègre que possible. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est un milieu qui est très exposé au risque de greenwashing. Et donc, ce qu'on permet, ça va être de rendre toute cette démarche-là intègre depuis le financement jusqu'au suivi du projet en continu. Et c'est là où la blockchain spécifiquement joue un rôle super important. Et ça, Randy en parlera bien mieux que moi. Et le greenwashing, en quelques mots, c'est quoi? Ça, on peut lier un peu avec les deux parce que tu disais pourquoi la blockchain, en fait, un peu tout est lié. Et Guillaume, il dit j'en parlerai mieux, mais il en parle aussi bien. Non, et tout l'enjeu, c'est ça, c'est pourquoi la blockchain. Et aujourd'hui, c'est une solution, c'est une réponse technique. Pourquoi le greenwashing? C'est exactement, c'est des sujets qui sont un peu liés et c'est des sujets qu'on peut assimiler à des limitations techniques. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Il y a un marché qui existe. En fait, il y avait déjà un marché carbone avant Carbonable. Il y avait déjà des échanges. Bon, il y a eu une arnaque à la TVA, mais ça ne concernait pas vraiment le crédit. Enfin, ça touchait le crédit carbone, mais c'était plus une arnaque à la TVA qu'une arnaque au crédit carbone. Et il y avait un marché qui existait.
le fait qu'il n'était pas efficace venait d'une issue de trust, grosso modo d'un manque de confiance, où en fait on commençait à trader des actifs qui sont des synthétiques, c'est pas tangible un crédit carbone, en fait c'est pas un échange physique, ça représente un crédit carbone, c'est une ligne sur un registre d'un certificateur qui a défini qu'un projet était certifiable et du coup générer un crédit carbone. Et donc l'issue là, c'était de se dire comment on peut améliorer l'efficacité. En gros, la théorie est excellente. En vrai, la théorie pragmatique derrière le crédit carbone, c'est d'essayer, plutôt que de laisser la place aux associations et au gouvernement de s'occuper de cette balance d'émissions de CO2 de réchauffement climatique, d'intégrer dans l'économie capitaliste, on va dire, le pricing de l'impact négatif sur la planète. Et en obligeant les entreprises à réduire et l'incompressible à trouver des solutions pour les contrebalancer, des solutions qui sont certifiées et de qualité, c'est un moyen finalement de pricer, d'intégrer dans le prix du t-shirt qu'on va acheter son impact négatif sur la planète. Et cette logique-là est hyper intéressante. Et pourquoi ça marchait pas? Ça marchait pas parce que en fait, il y avait un peu de la merde sur le marché. Un peu de la merde, ça veut dire quoi? C'est des crédits carbone. En fait, quand on va creuser, le projet s'est arrêté au bout de 6 ans parce que la forêt a brûlé. Il n'y a pas eu de surveillance. Ça va être de la merde. Pourquoi? Je vais peut-être changer de mot. Mais tu peux y aller. Hein. Ouais. Avec tout mon respect pour toi, Capet. Non, c'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a du double comptage, c'est-à-dire qu'il y a de la déperdition d'informations, tu as plein de registres qui sont centralisés, donc tu as des crédits carbone qui sont revendus à plusieurs personnes, qui sont utilisés par les mêmes. C'est genre, un crédit carbone, on peut considérer ça comme... c'est un actif, il peut être burné par plusieurs personnes, tu vois. Donc, nous, quand on vient de la blockchain, on ne comprend pas que ça soit possible. Tu vois, genre le burn, le vintage, et c'est comme la distribution. Tu fais un projet, tu vas financer un projet qui va durer 20 ans. En fait, aujourd'hui, distribuer sur 20 ans ce qu'on appelle du vesting, nous on connaît bien, sur 20 ans, on sait ce l'imaginer. On sait que c'est faisable et que ça se fait bien sur la partie blockchain parce qu'il y a des smart contracts qui sont inannihilables, ils garantissent qu'ils vont faire ce pourquoi ils sont programmés. Et tu as moins cette confiance-là dans le marché centralisé. En fait, aujourd'hui, savoir distribuer sur 20 ans des crédits carbone à un certain nombre d'acteurs, c'est compliqué. Ouais. En fait, tout ça fait que c'est un marché. C'est un écosystème qui est hyper complexe parce qu'aujourd'hui, il y a une limitation technique et la limitation technique, elle est due aux systèmes d'information, grosso modo, qui sont utilisés, qui sont des systèmes d'information centralisés. On va faire des liens avec la monétique, c'est un peu la même chose. Et là, l'intérêt de la blockchain, c'est une notion de ramener tout le monde sur un même, ce qu'on appelle operating system, mais en grosso modo, sur un même système, sur une même base de données où on va pouvoir agir sur les mêmes data tous ensemble avec un niveau de sécurité élevé. Et tout l'intérêt est là-dessus. Et ce que ça permet de faire, c'est du coup la blockchain permet grosso modo de ramener l'intégrité, mais permet aussi de ramener des coûts de structure, pas typiquement pour du financement de projet, là où tu devais créer des trusts, des machins. En fait, la blockchain, elle te permet d'avoir ce niveau de confiance sans avoir besoin d'avocats ou d'entités légales. Realty le fait, mais toujours des entités légales, mais en tout cas, ils utilisent cette structure qui est hyper dynamique, qui rend liquide les actifs, etc. Donc déjà, ça permet de baisser les coûts de structure et de les rendre actifs. Donc le côté trust, entité légale pour financer des projets, ça coûte cher, mais c'est aussi restrictif. Enfin, c'est restrictif, mais ça coûte cher. Du coup, la blockchain, ça permet de faire les deux d'un coup. Et de l'autre côté, le greenwashing, c'est quoi? Le greenwashing, c'est tout ce qu'on a raconté. À partir du moment où on se rend compte que ce qui est utilisé pour compenser est obsolète et fake, en fait, on ne peut pas faire confiance et du coup, on va appeler ça greenwashing parce qu'en fait, l'entreprise a fait preuve de négligence ou, grosso modo, n'était pas allée assez profondément dans sa due diligence, juste essayer d'arrêter à la phrase marketing. Et donc, l'idée, c'est comment leur apporter des solutions techniques et probables qui vont leur permettre de se dire, OK, j'ai pour ambition d'être carbone neutral en telle année, comment j'y vais et comment je garantis, je prouve que je puisse y aller. Ok. Un peu long donc je vais faire un petit résumé. On va attaquer après sur Carbonable, montrer leur site, etc. Le site, etc. Donc, en gros, on a une initiative qui est appréciable, éthique, qui est de se dire, voilà, les entreprises, elles polluent. Donc, on va créer un quota de cette pollution, on va lui mettre un prix. Et on va considérer que dans le futur, quand tu crées un objet, quand tu crées une activité, dans le prix que tu vends, il y a aussi cette pollution. Et donc, créer un crédit derrière où tu viens compenser cette pollution. Au final, je voulais faire simple et court, mais ça reste un marché compliqué. Et on le voit même dans le chat, j'affiche pas le message, mais il y a toujours ce côté très négatif, ce fameux greenwashing où les gens se disent c'est un marché de branlette intellectuelle où on essaie de nous vendre de la cochonnerie mondialiste et on perd tout le côté éthique, honnête, etc. Parce que, comme vous le disiez, il y a un marché où on présente un projet, on attaque le projet, on émet des crédits carbone et derrière, il n'y a plus de projet, mais les crédits ils sont quand même sur le marché. Et donc, on se retrouve avec un marché qui ne ressemble à rien
Et c'est pour ça que la technologie blockchain, et donc de surcroît les smart contracts, les NFT, la possibilité de distribuer un rendement en temps réel, la possibilité de cadrer comment on va distribuer ce rendement aussi, de dire est-ce qu'il est tout de suite, est-ce qu'il est sur 1 an, sur 10 ans, etc. En fait, là, on est sur un cas d'usage utile de la blockchain pour un besoin réel dans la vraie vie. Ce qui est quand même quelque chose d'assez rare, il faut le noter, dans notre marché de Golemont. Voilà, c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir d'en parler. Donc voilà pour la présentation rapide. Je vais montrer votre site, je vais afficher votre site, et on va leur montrer un petit peu le principe. Alors, Carbonable. Vous avez lancé l'activité quand? En 2021? Quand est-ce que vous avez commencé? On a officiellement lancé la boîte en novembre 2021 et on a fait nos premiers projets en mai 2022. Ok, très bien. Donc, quand j'arrive sur le site, vous voyez que... C'est assez intéressant peut-être de faire un point sur Carbonable, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ouais. Il y a une dizaine de personnes aujourd'hui qui bossent. On est surtout des ingénieurs et des chercheurs, tous en CDI. Hein. On a fait deux levées de fonds. Une levée de fonds, hein, une seed qui était plutôt des business angels et une levée de fonds avec des VC. Et on a été l'un des premiers projets blockchain à être certifié Deep Tech. Donc c'est un peu laboratoire. En général, c'est décerné à des laboratoires de recherche, mais en tout cas des entreprises qui innovent sur leur secteur d'activité et qui trouvent des solutions à des verrous techniques sur le marché. Donc nous, en l'occurrence, on parlait de la confiance et c'est d'apporter des solutions à ces problématiques-là. Et voilà, et ça fait, tu as raison, on a déposé les statuts en novembre 2021, donc ça fait quasiment 2 ans et demi. Et on est assez fiers dans le sens où un des investisseurs, enfin tu vois, un des fonds qui investit chez nous, c'est Ethereal Venture, qui a été cofondé par Joe Lubin, le cofondateur de Ethereum et de Consensus. Donc c'est quand même un signe assez intéressant côté Web3 et côté institutionnel impact. On est aussi soutenu par Xange, qui est un des gros fonds européens de la place. Donc voilà, ça prouve aussi le sérieux de tout ce qu'on fait. Et les clients qu'on a mentionnés avant, Orange, Pierre Fabre, etc., sur la partie entreprise, mettent en avant le fait qu'on a beaucoup avancé depuis la première fois où on en discutait ensemble. Ouais, vous avez survécu, Aubert, comme on nous dit dans le chat. Alors, j'aimerais qu'on réponde. Ouais. N'hésitez pas, si vous avez des doutes, des questions, le chat, envoyez. Justement, on est là pour vous répondre. Là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui n'est pas familier avec le concept de crédit carbone, donc de taxe pour la pollution. Ça veut dire que les riches peuvent polluer et les pauvres non? C'est une question qui est hyper intéressante. Ouais, c'est une question qui est hyper intéressante. Grosso modo, on avait dit que le crédit carbone, l'objectif philosophique, c'est d'intégrer dans le prix des matières premières, grosso modo, dans les biens de consommation qu'on utilise tous, t-shirts, avions, peu importe, même les dépenses les plus basiques, d'intégrer le coût finalement de l'émission de CO2, quoi, de la pollution atmosphérique. Donc ça c'est un point, et du coup c'est ouvert à tous. Le but c'est que finalement celui qui va le payer à la fin, c'est le consommateur, qu'il soit riche, pauvre ou moyenne classe. Enfin ça, on est tous égaux par rapport à ça. Le côté riche-pauvre, il est intéressant, c'est le flux monétaire. Même philosophiquement, il est hyper intéressant. Aujourd'hui, on demande à des pays en voie de développement de se dire arrêtez de vous développer. En fait, vous avez des grandes forêts chez vous, tropicales. Rasez-les pas, construisez pas d'usines comme nous. Parce qu'en fait, vous êtes le poumon du monde. Et il n'y a pas de flux financier qui vient rentrer en jeu pour dédommager finalement cette demande qu'on leur fait d'être le poumon du monde et d'absorber, de réguler finalement la température et les émissions de CO2. Donc le flux monétaire qui est intéressant, c'est comment tu vas payer ces pays, donc c'est-à-dire financer des crédits carbone qui seront utilisés pour régénérer des environnements naturels dans les pays en voie de développement ou qu'on peut considérer comme pauvres en l'occurrence, et d'avoir une contrepartie qui soit des crédits carbone. Donc tu as un flux monétaire vers ces pays qui, elles, à qui on demande de ne pas se développer économiquement sur certains aspects, en tout cas de ne pas s'industrialiser et de ne pas raser les forêts, ce qui est hyper important, et qu'on arrive à dédommager. Donc au-delà de la partie riche-pauvre, il y a un aspect géopolitique assez intéressant, en tout cas dans la théorie, quand c'est bien fait encore une fois. Et comme tu le disais, marché de Golemont, il faut pouvoir avoir confiance pour que ça marche. Et si je peux juste rajouter quelque chose de factuel aussi pour donner du contexte. Aujourd'hui, dans le monde, année après année, il y a 10 millions d'hectares de forêts vierges de forêts tropicales qui sont rasées. Qui sont rasées pourquoi? Justement pour créer des activités qui, théoriquement, génèrent plus d'argent que de restaurer des forêts ou de préserver des forêts. Et c'est pour ça que l'introduction de ce crédit carbone, pour aller dans le sens de Ramzi, c'est que l'introduction du crédit carbone, d'une manière générale, ici, du crédit carbone volontaire, c'est de dire non, restaurer la nature et protéger la nature peut être en fait économiquement plus viable que de créer un champ de vaches ou de créer une petite industrie dessus. Donc c'est
Et factuellement, quand on voit tous les forecasts de Bloomberg, McKinsey, EY, tous les cabinets de consulting à ce sujet, c'est un marché qui va exploser, qui est déjà en train de grandir, mais qui va exploser dans les années à venir et sur cette décennie-là avec 2030 comme horizon. Et du coup, question, qui pousse ça, qui dirige ça, qui impose ça? C'est plutôt l'Occident ou il y a un vrai consensus mondial à ce sujet-là? En fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est que je pense que la crise climatique, elle est internationale. Il n'y a pas de nationalité associée à ça. Elle touche vraiment tout le monde et elle va défoncer d'ailleurs beaucoup de pays et malheureusement ceux qui sont pas forcément les plus armés. Donc en fait, c'est une cause qui est internationale de facto et c'est pour ça que le côté international du marché du crédit carbone volontaire est intéressant. Par contre, maintenant, si on parle d'un point de vue régulation, c'est clair que c'est l'Europe qui pousse. L'Europe, un peu le bon élève international qui pousse fort en régulation, qui s'est engagé à la neutralité en 2050 et qui est en train de mettre les lois en place et des lois qui vont affecter l'ensemble l'international. Typiquement, je prends un exemple tout simple. Il y a une loi qui s'appelle le Carbon Border Agreement Mechanism. Donc, en gros, cette loi-là, elle va mettre un coût au carbone à n'importe quel produit qui va être vendu sur le sol européen. Il va lui rajouter un prix carbone en comparaison avec le prix que ça aurait coûté de le construire en Europe, de le faire en Europe via de la matière première européenne. Et donc ça va pousser toutes les boîtes internationales à finalement à œuvrer pour minimiser au maximum leur empreinte carbone de quelconque manière que ce soit. Donc faciliter des circuits peut-être courts, par exemple, plutôt que de s'amuser à faire un truc qui passe de pays en pays sur toute la chaîne de production. Ouais. Exactement. Donc en fait, tu vois, c'est l'Europe qui pousse, mais elle est en train de mettre en place des lois qui de toute façon vont affecter l'ensemble de la planète. Et comme le dit Ramzi, les flux sont internationaux, quoi. Il y avait un chiffre, 55% du PIB, je crois, mondial, dépend de la biodiversité. Exactement. Donc, en gros, d'un point de vue, tu parlais d'un point de vue administratif, institutionnel, c'est drivé grosso modo par l'ONU, quoi, grosso modo, qui met les standards, les mécanismes en place, etc. Et l'UE, c'est le bon élève, quoi. C'est ceux qui accélèrent fortement pour être le cas d'école et mettre en place les réglementations avant les autres. Très bien. L'Europe représente rien dans le monde. Les BRICS n'en ont rien à faire de vos crédits carbone? C'est eux qui bénéficient directement des crédits carbone en premier. Donc, en général, les flux vont vers les BRICS. Donc, typiquement, le Brésil, si on le prend, un des plus gros, on peut voir ça comme des usines à crédit carbone. En tout cas, un des plus gros absorbeurs de CO2 dans le monde, c'est le Brésil. Et le Brésil, au contraire, est plutôt très favorable parce que lui, économiquement, il y a un intérêt fort parce que c'est un des poumons du monde. Et d'ailleurs, il y a un espèce de wording qui est en train de se mettre en place. C'est un peu la Silicon Valley de la restauration d'écosystèmes, le Brésil. C'est en train de devenir justement. L'Europe, c'est les Yankees. Ouais. L'Europe, c'est les Yankees. Hein. Enfin, là-dessus, on est d'accord. Sur ce marché-là, c'est les BRICS, tropicaux. Les BRICS, en tout cas le Brésil, les zones tropicales, qui elles sont les productrices de ce crédit carbone. Très bien. Je vais montrer votre site parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout à l'heure, j'avais pas lancé le partage d'écran. C'est pour ça que je me disais. Donc, site Carbonable. Vous avez la possibilité. Quand vous arrivez, vous serez en For Enterprise. Voilà, vous avez une première page d'accueil et vous avez la possibilité de mettre For Individuals. C'est ce qui va nous intéresser, nous. Là, vous allez pouvoir voir les différents projets. Donc, il y a ceux qui sont passés et ceux qui sont à venir. Je pense à Karaturu qui va arriver justement. On va vous en parler juste après. Alors, je vais me connecter à l'app et vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai déjà connecté mon wallet d'ailleurs. Donc, on a un Launchpad. C'est quoi toutes ces informations? C'est quoi tous ces projets? Comment ça fonctionne? Comment monsieur tout le monde peut participer s'il est intéressé, bien entendu? Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on essaie on rend accessible le financement de ces projets à n'importe qui. Donc, la première chose à faire, la première chose qu'on fait via Carbonable, c'est qu'on standardise, on digitalise cet investissement, si on veut. Donc, en parlant avec des mots blockchain, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on tokenise le projet. Okay, on rend on convertit en actif digital ce projet, en un actif semi-fongible. C'est un SFT. Pour la faire simple, ça veut dire que n'importe qui, quand tu cliques dessus, tu vas avoir toutes les informations associées à ce projet, toutes qui sont encapsulées dans la blockchain. Donc d'ailleurs, en fait, tout ce que vous voyez sur l'illustration, c'est un SVG dynamique. Donc ça vit sur la blockchain. Toutes les métadonnées qui sont associées à cet actif-là vivent sur la blockchain. Donc elles sont transparentes, traçables,
intègre par défaut. On peut remonter dans le temps, etc. Cet actif-là, donc si tu vas sur l'autre page, peut-être Karatoru, pour montrer un exemple concret, tu vas sur la page Karatoru. Ici, une fois que tu as connecté ton wallet, là, pour l'instant, le bouton principal, c'est Pre-Register parce que la vente n'est pas active. Mais en fait, dès que la vente sera active, ça sera Buy. Et en fait, tu peux acheter autant de parts que tu veux dans ce marché. Enfin, tu peux financer autant de parts que tu veux sur ce projet. Donc là, typiquement, là où tu mets tes inputs. Ouais. Attends, je vais mettre sur le testnet, comme ça, ils auront le bouton Buy. Okay. Voilà. Donc, au lieu de mettre 1 là, tu peux mettre le nombre de shares que tu veux. Donc, 1 égale $1. Une share égale $1. Tu peux mettre $1000, buy now, et ça va t'acheter, ça va te financer l'équivalent de 1000 parts dans ce projet-là, à savoir $1000 qui sont donc convertis en crédit carbone et qui vont te donner donc accès à de la réception de crédit carbone. Cette réception de crédit carbone-là, tu as 2 manières de l'exploiter. Soit tu l'utilises en disant bon je veux juste contrebalancer mes émissions négatives, donc tu vas brûler ces crédits carbone. Ouais, je vais leur montrer soit tu veux les revendre parce que tu as envie de te faire un retour sur investissement. Et là tu les revends et nous, tu dis à Carbonable revendez les crédits carbone et nous on les revend à nos clients corpo. Et donc en fait ça te fait une plus-value assez importante. Puisque le financement aujourd'hui des projets va osciller assez important, mais typiquement si on parle de Karatoru, le prix de financement à la tonne est de $5, alors que le prix de revente aujourd'hui sur le marché pour ce type de projet est à $35. Attends, donc, non, mais là, ça fait trop d'infos, et en plus, on est en décalage complet avec les gens qui nous suivent. Je vois qu'il y en a, ils partent dans tous les sens. Donc, on a des projets. À chaque fois, ça va être des projets. Par exemple, Manjarizo, c'est un projet de quoi, par exemple? Projet de juste pour reprendre le principe, ouais. Donc nous, notre rôle, c'est de mettre à disposition. Donc nous, on n'est ni là pour pousser à l'investissement, ni là pour faciliter ou pour expliquer que le crédit carbone, c'est bien. Nous, on en a une conviction. L'objectif ici, c'est d'apporter une solution à ceux qui veulent être exposés à cette histoire. Oui, bien sûr. Mais c'est comme ça. Là, on a un projet. Ouais. Regarde. Exactement. On a un projet. Il fait quoi ce projet? Manjarizo, il fait quoi? Manjarizo, c'est un projet de reforestation, donc de restauration d'un écosystème forestier. À Madagascar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure. Je vous donne le contexte. À Madagascar, il y a une pratique qui est que tu fais brûler des terrains pour convertir en charbon, parce que le charbon se vend à un certain prix, et donc ça donne une forme de subsistance aux communautés locales là-bas. Maintenant qu'il y a ce crédit carbone volontaire en place, ce qui a été mis en place par le porteur de projet, c'est OK, on arrête les dégâts, on va restaurer cet écosystème. Il y a plein d'espèces endémiques qui existent sur Madagascar, des lémuriens entre autres, mais il y a plein d'autres espèces endémiques. On va restaurer cet écosystème et en fait, en restaurant cet écosystème, on va générer des crédits carbone. Ces crédits carbone sont donc financés et finalement, sur le prix de financement qui est redonné donc aux populations locales, tu as beaucoup plus de retour sur investissement que de brûler et de convertir en charbon. Donc voilà un exemple assez clair. Tu refais un écosystème forestier sur une terre à Madagascar. Yes, mais là du coup, approche par l'exemple. On a un projet. Ouais. On a 121 000 shares. J'imagine c'est des shares de $1. Exactement. Voilà, donc ça veut dire qu'on est sur un projet de $120 000. Exactement. Un monsieur tout le monde n'a pas les moyens de mettre $120 000. Exactement. Donc vous, ce que vous mettez à disposition, c'est des shares un peu comme des actions qui sont tokenisées. Donc il y a un projet et ensuite vous découpez ce projet en plein de petits morceaux. C'est pour ça qu'on parle de semi-fungible token. Exactement. C'est comme en fait, c'est comme sur Realty. Realty, tu achètes des morceaux de maisons qui sont mis en location et qui ramènent un loyer et du coup tu en récupères. Tu partages le loyer avec l'ensemble des investisseurs. Et ici, c'est exactement la même chose. Tu es plusieurs à financer un projet en citoyen. Toi, tu as une preuve de financement de projet et en fait, la distribution des crédits carbone se fait en fonction des investisseurs. Donc, tu vas récupérer ta part des crédits carbone. Ces crédits carbone-là sont revendus, génèrent un rendement, un bénéfice et te sont redistribués. Toi, tu as la possibilité aussi, plutôt que récupérer le rendement issu de la revente de ces crédits carbone-là, parce que c'est des entreprises qui vont les acheter. C'est pas toi qui les achètes, toi, tu finances juste. En fait, tu crées la supply. Ouais, mais là encore une fois, tu vas trop loin. Ah, pardon, vas-y. Regarde, donc, on a compris le projet. Moi, je suis, pour le coup, j'ai des actions de Las Delicias. Exactement. Bon, Las Delicias, du coup, il y a du crédit carbone qui est généré. Comment il est généré? Il sort d'où ce crédit carbone? Ok, alors, reprenons les bases. Tu finances un projet. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu as un certificateur
Et ce certificateur-là, il y en a plusieurs des reconnus internationalement. Donc, ça peut être Vera, Gold Standard, Ecosystem Restoration Standard. C'est des standards qui vont étudier le terrain, étudier le projet et qui vont dire, OK, en générant ce projet, on va absorber 100 000 tonnes de carbone. Donc, après, ils vont dire, donc OK, là, il y aura 100 000 c'est le tonnes. fameux total removal qu'on voit ici. On est à 82 tonnes. Alors ça, c'est toi, ça. Mais si tu regardes sur le projet total, ou alors c'est en ce moment, si tu regardes si tu reviens sur le projet en tant que tel, tu vois, donc là, c'était typiquement l'huile à Las Delicias, c'est un petit projet qui absorbait 3600 tonnes. 3600 tonnes, voilà. Donc ça, c'est ça, moi, que je veux savoir, sans rentrer dans la complexité. Donc le certificateur est à 3600 tonnes qui vont être absorbées. Donc en fait, moi, en tant que certificateur, je vais émettre 3600 crédits carbone. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il ne les émet pas dès le début. Il dit au début, moi, je certifie qu'il y a 3600 crédits carbone qui vont arriver durant la durée de vie du projet. Voilà, jusqu'en 2042. Exactement. Et ce qui se passe, c'est donc ensuite, année après année, il y a des tests qui sont faits, il y a des audits qui sont faits, et il va libérer petit à petit les crédits carbone jusqu'à atteindre donc, le 3600 de manière cumulative. Et donc là, nous, ce qu'on fait, c'est que, ce projet-là génère tant de crédits carbone année après année. Au prorata de l'investissement de chacun des investisseurs carbonables, on va donc justement délivrer le prorata de crédit carbone aux investisseurs. Et ces crédits carbone-là, chaque investisseur a le choix de dire, soit je veux le garder pour compenser mes émissions, soit je veux le revendre parce que j'ai envie d'avoir un retour sur investissement. Donc là, c'est ce que je vois ici. Donc là, soit moi j'ai 330 actions. Cher. Ouais. Donc c'est pas du crédit carbone ici, c'est des actions. C'est des actions. En fait, pour le faire simple, toi, t'es cher, là, c'était 330. Enfin, je suis désolé de dox, mais en gros, ça veut dire que tu as investi 330 $. Ouais. Donc, en gros, tu as investi 330 $. Ça veut dire que là, maintenant, tu es libre de dire, OK, sur ces 330 $ que j'ai investis, je vais en utiliser tant en ROI ou tant en contrebalancement de mes émissions carbone. C'est libre à chacun de choisir exactement le montant qu'il veut. Offset, c'est plutôt pour des entreprises en général. Toi, tu es resell, tu es investisseur, tu veux faire un ROI, un retour sur investissement, tu as financé 300 $, et ben, tu te mets en resale, et du coup, les crédits carbone qui vont être reçus petit à petit, parce que ces 300 tonnes qui sont générées par le projet qu'on a vu tout à l'heure, en fait, ils sont distribués sur 20 ans, tu les collectes, tu les accumules, et ils sont vendus petit à petit au fur et à mesure du temps, et c'est ça qui génère ton rendement. Question intéressante. Ouais. Ça donne quoi au niveau de la transparence du projet? Comment on peut suivre justement que c'est pas une coquille, enfin une vitrine pour détourner des fonds, etc. Ce qui est hyper intéressant dans cette question, c'est qu'en fait, tu mets le doigt sur un des gros problèmes associés à ce marché-là qui a été, c'est pour ça aussi qu'il est accusé de greenwashing souvent. C'est qu'en fait, il y a peu de transparence sur d'où vient l'argent et où est-ce qu'il est finalement, jusqu'où il est alloué. Nous, on est en train de cocher l'ensemble des étapes d'un projet de séquestration carbone de A à Z, depuis le projet de préfinancement, enfin depuis le document de préfinancement jusqu'à l'utilisation finale du crédit carbone, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Et en fait, à chaque fois, on va capter l'info et on va la rendre publique, disponible sur la blockchain. Et donc, ce qu'on est en train de faire, et donc on est en train de créer un méta-registre même à ce sujet, c'est de rendre toute cette info-là transparente, traçable, auditable en tout temps. Et sur ce point spécifique, on est en train de pousser fort aussi pour justement faire en sorte que l'argent jusqu'à en fait la population locale, les communautés locales puissent être traçables. Donc ça, c'est en cours et c'est quelque chose d'extrêmement important effectivement sur ce. Et complexe, j'imagine, parce que là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Peut-être pour alimenter ça, grosso modo, parce qu'en fait, la question, c'est de se dire, là, c'est des paroles et comment on peut prouver ça. Donc, grosso modo, on travaille avec des certificateurs. Donc déjà, il y a des registres disponibles online, c'est centralisé, mais du coup, vous pouvez aller sur la plateforme de prestataires externes qui sont des certificateurs qui montrent. C'est ça, la due diligence? C'est la due diligence, c'est uniquement le calcul. Pour l'instant, il faut le temps entre le moment où le projet est financé et le temps et le moment où il est planté. Nous, on demande des contrats à ces prestataires externes de régularité financière pour être sûr que l'argent est bien déversé au bon endroit. On demande des rapports. Et par-dessus ça, parce que ça reste des paroles et puis des rapports financiers, ils peuvent exister. Il y a encore des acteurs externes, ça s'appelle les DMRV. Donc, grosso modo, c'est un langage pour dire mesures automatisées. Donc, c'est de l'imagerie satellite sur lesquelles il y a des modèles, en général d'IA ou d'autres algorithmes,
qui sont capables de mesurer le diamètre d'un arbre au centimètre près. Et l'idée, c'est d'apporter cette visibilité. Donc, on l'avait mise et on vient de la retirer parce qu'en fait, le service a chuté, on est en train de le remettre en œuvre. Il y a un provider de data qui va te dire où en est l'arbre au fur et à mesure de ton projet. D'accord. Il y a Autre plein question. Il y en a plein de bonnes. Ouais. Comment je peux constater mon retour sur investissement? Effectivement, on nous parle de projets qui s'arrêtent en 2042, ça fait 20 ans. Moi, est-ce que je peux avoir du rendement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Comment ça se passe? On a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent à chacun de au mieux visualiser justement le retour. Ouais. On ne veut pas promettre le retour parce qu'on n'est pas un security, on est une manière de s'exposer à ce marché-là. Et on met en avant tous les forecasts faits par les firmes de consulting, etc. On met en avant la possibilité d'estimer combien je vais toucher en resale margin sur justement la durée de vie du projet. Je finance à hauteur de 100, peu importe. Donc là, $130 ici sur cet exemple. Ouais. La resale margin estimated en base case en anglais, c'est-à-dire genre le scénario moyen, est de $2,668. Ok, alors attends, parce que là, ça va être très compliqué. Donc, on va faire ce cours. J'ai un projet sur 20 ans. Ok. Pour le moment, on s'en fout des best, machin, on reste sur le scénario de base, pour commencer. Ouais. Si je pose tant, à horizon 20 ans, théoriquement, je fais une marge de 1007 et quelques. Donc, je fais un fois 18 en gros, quasiment, à horizon 20 ans. Et chaque année, j'ai en moyenne $89 de marge sur mes 100 et quelques dollars investis. En moyenne sur les 20 ans. Il faut être très objectif, honnête, transparent et tout. C'est ce qu'on prône et il faut l'être. Au début du projet, la réalité, c'est que le retour est assez faible parce qu'en fait, la capacité d'absorption des projets au début est assez faible. Et je pense que tout le monde le comprend, quand tu plantes des arbres au début ou tu plantes des mangroves ou autres, elles grossissent pas très vite ou elles grandissent pas très vite et forcément l'absorption carbone au début est assez limitée. Mais par contre, dès que ça commence à accélérer, et bien là, forcément, la quantité de crédit carbone qu'on reçoit est beaucoup plus forte et ça se cumule en plus au prix du crédit carbone qui augmente fortement. Et donc, en fait, voilà, le retour ne fait qu'augmenter sur les années associées au projet. Bien sûr. Et encore une fois, c'est un API qui n'est pas promu, ça s'appuie sur des forecasts qu'on met en avant. L'idée, c'est encore une fois, nous, on facilite la due diligence. Le but, c'est faites vos calculs et estimez le marché, et essayez de sentir le truc. Nous, il y a les régulations, il y a des lois qui vont pousser les entreprises et les obliger à compenser leurs émissions, les obliger en faisant comment, en réduisant, mais aussi en achetant des crédits carbone. Là, l'objectif, c'est exposez-vous. Enfin, nous, on permet de s'exposer à ce marché-là, on n'incite en rien. On va mettre tous les outils qui vont permettre de se faire ces calculs, c'est faire ces projections, etc. Donc, le marché, il peut être plus important, plus faible. Il y a un base. Nous, on a fait une espèce de moyenne pour essayer de se dire, voilà où va le marché. C'est pas une conviction que nous on a, c'est le marché. Donc on a agrégé des informations, on les met à disposition et on laisse la possibilité à n'importe qui, ce qui n'est pas possible en fait sans Carbonable aujourd'hui, de s'exposer à ce marché-là s'il en a envie. C'est un projet long terme qui s'appuie sur la nature. Il y a des gens qui sont hyper involved en fait, pour qui c'est hyper important d'avoir leur argent qui tourne, pas un énorme rendement, mais voilà, pas un rendement crypto, mais je veux dire à 5, 6, 8, 10 annuels, avec leur argent qui va financer des produits qui ont un impact positif sur la planète et non pas un impact négatif sur la planète comme investir dans Total. J'avais pas vu depuis tout à l'heure qu'il y avait les cams qui cachaient un petit peu la projection. Fallait me le dire. Mais voilà, en gros, Ramzi et Guillaume se basent sur des données publiques providées par Bloomberg, McKinsey, etc. C'est pas une science absolue. Non. Ils ont essayé de vous mettre à disposition un simulateur où généralement, c'est des projets qui sont au moins sur 20 ans. C'est pour ça que vous mettez entre 20 et 30 ans ici. Et vous avez des projections. Donc, vous avez une projection de base. Vous avez une projection dans le pire des cas, une projection dans le meilleur des cas. Et c'est qu'une simple projection. Et comme il a été dit au début, tu vas pas générer une folie parce que c'est en train de commencer à se construire. On est en train de travailler sur de la linéarisation de courbes, mais ça va rentrer un peu plus dans la complexité pour essayer de s'approcher un peu plus de la moyenne en vendant des crédits carbone qui ont un vintage futur, c'est-à-dire avec des ordres d'exécution futurs. Bon, ça, c'est un sujet qui est un peu plus technique, mais qui va nous permettre de linéariser la courbe. Ça, c'est un travail qu'on va faire. Nous, l'objectif, c'est de permettre de s'exposer à ce marché-là, que toi, tu repartes avec tes crédits carbone. Aujourd'hui, tu as besoin de Carbonable, parce que Carbonable, nous, on les revend des entreprises, Pierre Fabre, on travaille avec Orange. Vous pouvez aller sur notre site web, il y a tous les... On met aussi sur notre Discord régulièrement les contrats
qui sont signés. Enfin, on va commencer à accélérer de le faire, on le fait de temps en temps là pour l'instant. Et donc nous, on vend pour vous les crédits carbone, mais l'objectif à terme, c'est qu'il y ait un marché décentralisé, qu'il y ait du market making automatisé de commodities, parce que les crédits carbone sont des commodities, qui est des pools d'exchange sur la blockchain ou de part d'acteurs centralisés plutôt. On parle déjà des acteurs centralisés qui sont intéressés pour eux d'avoir des commodities, qui veulent proposer à leurs clients. Il y a un attrait des clients pour acheter, se positionner sur des commodities et d'anticiper aussi ce marché de la crédit carbone. En gros, c'est nous, ce qu'on raconte, c'est si le marché vous intéresse, faites vos due diligence, allez regarder ce qui se passe d'un point de vue européen, allez regarder d'un point de vue loi, d'un point de vue CSRD, qu'est-ce qui va être imposé d'ici 2027, d'un point de vue comment on va obliger les entreprises à rentrer dans un cadre ou pas, hein, parce que typiquement, s'il y a la guerre, ça peut changer. Il faut se faire une conviction. Et en fait, ensuite, quand on s'est fait cette conviction, on a la possibilité de se positionner ou pas. Et nous, ce qu'on est en train de dire, on essaie de créer l'écosystème qui permet une exposition la plus accessible à tous, pour rendre un peu plus de justice et pas réserver ça uniquement aux plus riches, et de permettre aussi une intégrité, c'est-à-dire d'éviter un risque de greenwashing. Nous, notre opportunité via Carbonable, c'est que la valeur des crédits carbone qui soient générés par Carbonable soit plus importante que les autres, parce qu'en fait, ils ont un degré de fiabilité qui est plus élevé. Parce que la blockchain, parce que l'intégrité, parce que la traçabilité, parce que le mesure, etc. Donc nous, c'est ce pour quoi on travaille. Et on n'est pas là pour vendre, encore une fois, le crédit carbone, mais plutôt pour créer un cadre, une infrastructure et des produits qui permettent de venir s'exposer à ce marché-là en toute sécurité, en tout cas, et avec toute transparence, etc. C'est pour refaire un petit point par rapport à ce qu'on voit. On sait que c'est un marché qui est complexe, on sait que c'est un sujet pour lesquels qui peut pousser... beaucoup de réacs vont se dire c'est du bullshit, et beaucoup de ce qui est fait aujourd'hui est du bullshit. Il y a des articles dans la presse, ça n'aide pas. Pourtant, la base, qui est la théorie, est intéressante. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle est intéressante. Elle est intéressante, il manque quelque chose, c'est des besoins techniques, et on y répond avec cette partie de la blockchain et infrastructure. J'irai même plus loin, elle est primordiale. Elle est objectif, mais je veux dire... Non, si. Pour l'atteinte des agreements de Paris, enfin des accords de Paris pour l'atteinte de potentiellement un réchauffement climatique qui se limite à 2 ou 3 degrés, on n'a pas le choix que de financer la restauration d'écosystèmes, enfin des écosystèmes naturels. C'est toutes les études scientifiques sont unanimes sur le sujet. Et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, peu importe, mais aujourd'hui, l'actif le plus pertinent pour booster justement le financement de la restauration de la nature, c'est cet actif-là. Et d'ailleurs, à ce titre, si ça vous intéresse aussi, en fait, là, il y a le crédit carbone, c'en est un. Ils sont en train de mettre en place un crédit biodiversité. C'est un autre type d'actif qui va être mis en place pour justement mettre en valeur la protection de la biodiversité. C'est un actif sur lequel on va nous aussi justement mettre en place notre technologie, nos systèmes, nos produits. Mais voilà, juste pour aller plus loin sur le fait que c'est effectivement quelque chose de primordial pour l'avenir de la planète. Sans parler chinois entre nous, c'est vraiment quelque chose de extrêmement important au-delà de l'intérêt économique potentiel associé. C'est l'intérêt éthique et celui-là sans... Là-dessus, il faut aussi laisser la possibilité, je pense, aux gens de faire leur recherche. C'est nous, voilà notre conviction et voilà pourquoi on le fait. On est très bullish sur le marché. Encore une fois, ça ne regarde que nous. Donc nous, ce qu'on fait, c'est créer cette infrastructure sereine. Mais NFA, faites vos propres recherches, allez diguer. Nous, on est là pour vous apporter un maximum d'informations. On essaie de vulgariser au possible et de le rendre accessible. C'est primordial. C'est pour ça qu'on se positionne, parce qu'il y a une grosse demande côté entreprises qui veulent les acheter. Nous, on essaie de générer la supply, que ce soit avec d'autres entreprises, des PME, ou avec des citoyens qui veulent se positionner sur le marché. Et nous, notre spécialité, c'est ça, c'est de créer un écosystème pour les biodiversités, pour les crédits carbone, mais on est des spécialistes un peu RWA. Donc nous, c'est de créer un écosystème où on permet de trader ce type d'assets. Il se trouve que nous, on s'est focalisé sur ce sujet-là que personne n'a attaqué, sur lequel il y a un gros besoin d'intégrité, du coup, de blockchain. Nous, voilà, on est des passionnés de ça et on est des experts là-dessus. Donc, on vient apporter une expertise et une solution là où il y en a besoin. Ok, alors moi, je vais revenir sur l'expérience utilisateur. Donc, pour le moment, on a 3 projets qui sont finito. On a Karaturu qui va arriver très bientôt. Vous avez d'ailleurs un bouton pré-register pour ceux que ça intéresse, où vous pouvez justement... vous préenregistrez pour investir, si vous le souhaitez, à hauteur de 50 000 $ pour tout le monde. On voit d'ailleurs qu'il y a un système de boost avec des points. Oui. Alors 50 000 $, c'est que pour la phase 1. Et donc justement, ça on innove un petit peu sur ce financement-là. Il y aura plusieurs phases. Chaque phase va avoir justement un montant limité. Et donc chaque phase est associée à un boost
sur le leaderboard. On a mis en place un leaderboard récemment. On le célèbre, enfin on le met en lumière via un petit boost sur ce projet en particulier. Pour plein de raisons. C'est le lancement du leaderboard, c'est un projet super qualitatif. Donc on met ce système de boost là et le boost va diminuer un petit peu de phase en phase. Ça marche. Ensuite, du coup, moi, j'ai déjà au tout début du projet investi. C'est pour ça que j'ai des Las Delicias. Donc on a vu tout à l'heure que j'avais 330 shares. On peut voir que j'ai la possibilité de revendre ici. Je revends quoi en fait? Je revends une partie de crédit carbone? C'est quoi que je revends? Ouais, exactement. C'est le prorata de ce que tu as reçu factuellement en termes de crédit carbone. À savoir un dixième de crédit carbone ou quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Donc, c'est le produit de la vente, en ce moment. Ok. Et par contre, ça se fait, c'est ongoing. Ouais, ça avance progressivement. Donc, il faut savoir que j'ai fait un call avec eux il y a quelques jours. Je l'ai mis en place il y a quelques jours. Donc, ça me fait des quelques centimes par jour et ça dépend du projet. Ça dépend de combien vous avez investi et ça dépend où vous en êtes dans le projet. Puisqu'on l'a vu plus tôt, au début, tu génères peu et ça va faire comme des intérêts composés au fur et à mesure du temps, en théorie. Voilà, en théorie. Voilà, donc, c'est comme ça que ça s'articule. Et donc, vous, au final, vous mettez à disposition au retail la possibilité de s'exposer à ce marché. Vous mettez à disposition une infrastructure technique pour des projets qui souhaitent justement se connecter à la blockchain, apporter plus de traçabilité, apporter plus d'éthique sur ce marché. Et j'imagine aussi que vous faites peut-être du travail en marque blanche avec des entreprises? Oui, clairement. Typiquement, là, le projet en question, Karatoru, et je vois que dans les commentaires, il y a eu quelques commentaires en disant qu'on devrait clairement passer par des entreprises. On le fait déjà. On est déjà sur ce front avec les entreprises. Donc, typiquement, le projet Karatoru en question est cofinancé par plusieurs entreprises et une principale qui est Pierre Fabre. Mais c'est ça qui rend cet investissement-là accessible à la communauté. Si on n'a pas l'investissement initial des entreprises avec lesquelles on travaille, eh bien, ce projet-là, on ne peut pas l'offrir à la communauté. Donc, nous, notre option, notre vision, elle est assez simple. C'est on a besoin de plus de nature sur cette planète. Il y a effectivement un cas à la fois éthique et à la fois une opportunité financière dessous. Rendons-la accessible à tous et faisons en sorte que justement on démultiplie la restauration de la nature et la préservation des écosystèmes à travers un cas d'usage qui est très simple. Très bien. Donc, je voulais faire une précision. Il faut savoir que moi, je suis actionnaire de ce projet. C'est-à-dire que ça s'est fait en mode fin de cycle 2021. On fait trop d'argent sur le marché des crypto-monnaies. Abdel, que je connaissais depuis quelques semaines, me présente du coup Ramzi et Guillaume. Ils m'expliquent le projet et ils me disent voilà, c'est vraiment le début. Est-ce que ça te chauffe? Et moi, je me suis dit, moi, j'y connais rien en crédit carbone, marché ESG, etc. Par curiosité, par diversification, go. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je parle vraiment à titre personnel en tant qu'actionnaire. Des fois, je les vois en conférence, je me mets à jour. Des fois, j'appelle Ramzi, je me mets à jour. Des fois, on se parle par écrit, mais on n'est pas dans une discussion ultra constante, etc. C'est pour ça que vous pouvez vous dire, putain, le mec, il est actionnaire, il connaît pas tout, etc. Je ne suis pas un spécialiste de ce marché. Et c'est exactement aussi pour ça que moi, personnellement, j'ai mis des billes dedans. C'est pour pouvoir connaître. Vous me connaissez à force. J'aime bien tout comprendre sur le marché des crypto-monnaies. Et là, on est dans un cas d'usage qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On n'est pas sur du NFT, on n'est pas sur de la DeFi à proprement parler où on va déposer de l'argent pour choper du rendement. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus real world en fait. C'est du real world asset. Et donc, c'est pour ça que je me suis investi là-dedans. Donc, c'est un projet qui est encore en cours d'élaboration. On est à la quatrième initiative. Et comme il a été dit plus tôt, au fur et à mesure, ils vont prendre des retours, ils vont construire des choses pour améliorer la traçabilité et améliorer la confiance. Et pour préciser, c'est la quatrième initiative publique rendue accessible sur la DApp. D'un point de vue B2B, il y a beaucoup plus d'activités depuis notre lancement. Vous communiquez à ce sujet? Plus ou moins, parce qu'en fait, il y a quand même des sujets de privacy sur le côté B2B. Pas toutes les entreprises veulent communiquer à propos des projets, veulent à ce jour du moins que ce soit que ce soit public. Nous, on travaille aussi sur cette dimension-là, à les convaincre que c'est la bonne manière, parce que justement, c'est ce qui donne confiance, transparence, traçabilité, etc. Et je pense qu'on est de plus en plus écouté à ce sujet-là. Preuve en est, on
a gagné l'accréditation Deep Tech. Donc, c'est un truc qui est quand même vraiment premium pour le coup pour une boîte technologique en France. Ça veut dire que la technologie qu'on met au point, elle est reconnue comme étant game changer. Et donc, ce type de certification-là, c'est ça aussi qui nous donne du poids aux yeux des entreprises et qui nous permet de leur montrer tout le bien fondé de cette technologie-là également. Très bien, très clair. Donc voilà, hein, vous l'aurez compris, on a affaire à des gens qui sont convaincus que c'est un marché qui est porteur, qui a aussi une conscience pour la planète. Je sais qu'il y a beaucoup de pas de négligence de comment dire. Il y a des gens qui sont pas très convaincus du réchauffement climatique. Ça, c'est votre droit aussi. Hein. Et comme il vous l'a dit plus tôt, renseigne-toi. Tu sais, c'est comme la vaccination. Il y en a qui voulaient se vacciner, d'autres pas. Je parle vraiment pour le Covid. Hein. Renseigne-toi. À la fin, c'est toi et tes convictions. Et on n'est pas là pour venir vous laver le cerveau et vous dire nous, on a raison, machin, truc. C'est que tu peux être très sceptique aussi sur la population, le nombre d'habitants qui va augmenter à Saint-Étienne, mais pour autant, peut-être qu'un investissement là-bas, ça peut être un très bon investissement. Tu sais, il y a vraiment des choses différentes. Investir dans l'immobilier à Saint-Étienne peut être un bon investissement, même si tu ne penses pas que la population va augmenter. C'est vraiment ça l'idée. Il y a une position, une opportunité d'investissement. Donc là, c'est pour ça qu'on lance un nouveau projet aujourd'hui. Je crois qu'on a autour de 250 000 dollars de personnes qui sont pré-register, donc qui ont fait une pré-réservation. Donc c'est en train d'aller vite. Il y a une demande qui augmente pour ces actifs-là qu'on appelle commodities, que ce soit d'un point de vue blockchain, mais aussi d'un point de vue entreprise. Même je te l'ai dit, on a été projet de Big Whale, mais voilà, projet impact de l'année. Donc on commence à rencontrer beaucoup de gens sur les acteurs centralisés qui sont intéressés par savoir comment rendre accessible ça à un plus grand nombre, en passant par des échanges centralisés. Il y a un volume qui est envisagé d'augmenter. Donc nous, on veut participer après la proposition de supply de qualité pour surperformer le marché. On pense qu'il y a un super marché en cours, on en a déjà parlé, nous on a une forte conviction. Donc notre valeur ajoutée, c'est comment surperformer le marché avec une stack technologique intéressante, et on met tout en œuvre pour permettre de le prouver et de le rendre transparent. Et aussi, on va chercher des projets hyper qualitatifs. Donc là, on parlait tout à l'heure, il y a plusieurs typologies de projets. Aujourd'hui, il y a des mangroves. Les mangroves, ça absorbe 3 fois plus de CO2 que les arbres. 5 fois plus, pardon, excuse-moi Guillaume, j'étais resté sur 3 fois. 5 fois plus, tu vois, je suis plus conservateur. 5 fois plus de CO2 que les autres arbres. Le projet est en Asie, c'est cofinancé avec Pierre Fabre. C'est un super investissement. On a un prix incroyable parce qu'on commence à leur vendre aussi le potentiel en fait de digitaliser leurs assets et de pas uniquement dépendre des grosses institutions de Total, Shell, etc. Et de passer par des actions citoyennes avec des entreprises, des petites, grosses, moyennes entreprises et des citoyens pour faire financer ces projets-là. Et on arrive à avoir des négociations, c'est notre rôle commercial intéressant pour proposer des projets hyper qualitatifs, rated AA. Le prochain qui arrive, c'est à peu près moins de 2% des projets overall qui ont ce rating-là. Donc voilà, do your own research. Nous, on essaie de proposer la meilleure stack pour pouvoir y aller. On est sur Starknet, pas pour rien. Il y a aussi une histoire de scalabilité, d'efficience énergétique, d'intégrité, de preuve, de rapidité, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. À la limite, on pourra en discuter. Mais voilà, nous, on propose une nouvelle vente, on propose le meilleur moyen selon nous, encore une fois, do your own research. Et si ça vous intéresse, juste de regardez. Si vous voulez vous positionner, positionnez-vous. On a un Discord pour répondre à des questions plus poussées, si jamais vous en avez. Un certain nombre de personnes qui nous suivent, qui sont disponibles. On essaie de se rendre disponible tant bien que mal sur Discord pour répondre, mais on y est régulièrement. Il y en a aussi des helpers, des bénévoles qui sont des passionnés et qui sont des investisseurs depuis les premiers jours, qui sont à fond, qui pourront aussi vous répondre à toutes vos questions, même les plus critiques. Et c'est le jeu, c'est le Far West sur ce marché-là. Et nous, ce qu'on vient apporter, c'est essayer de défricher d'un point de vue pragmatique. Il y a une approche scientifique, les scientifiques y vont, il y a une bonne conviction, les pays aussi y vont. On vient essayer de proposer notre approche et apporter notre pierre à l'édifice. Et du coup, votre business model à vous, c'est quoi? Parce que vous avez levé de l'argent. Ouais. C'est avec cet argent que vous vous salariez, que vous financez vos équipes techniques pour justement construire cette infra. Jusqu'à que vous soyez rentable, oui. Jusqu'à que vous soyez rentable. Votre business model, c'est quoi aujourd'hui avec cette plateforme? Le business en fait, il n'y a pas que la plateforme, mais... Ouais, c'est ça, il est diversifié. Donc, sur la partie facilitation de l'accessibilité au financement, on prend une petite commission sur le financement et on prend une petite commission à la revente des crédits cartes. Donc, ça, tu vois, c'est
double incitatif qui est normal. Le premier, c'est parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie de donner accessibilité à ce genre de projet. Et le deuxième, c'est parce que ça nous pousse à vendre les crédits carbone au meilleur prix aussi. Donc, ce double incitatif est plus que pertinent. Sur la partie B2B, il y a à la fois, effectivement, quand on les accompagne à identifier les projets, pareil, il y a une commission, mais il y a aussi en fait l'utilisation de notre technologie en tant que telle. Et donc là, c'est à l'usage, à l'utilisation. Typiquement, une entreprise qui gère 10 millions de dollars d'actifs carbone va avoir un prix, un pourcentage qui va être plus grand qu'une boîte qui gère 100 millions d'actifs de crédit carbone. Et là, en fait, voilà, le pourcentage diminue au prorata du volume sous gestion qui passe à travers de la plateforme. Donc ça, c'est nos principaux revenus stream. Et il y en a d'autres, mais plus anecdotiques. Donc ça, c'est les premiers revenus stream, ce sont ceux-là. Ouais, bien sûr. Parce que oui, tu peux toujours choper des grants, tu peux toujours faire un projet précis et le facturer, etc. Mais ouais, c'est plutôt de la prise de commission du coup. Ce qu'on délivre pour les crédits carbone, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on est vraiment des acteurs du RWA. Ce qu'on fait pour les crédits carbone très spécifiquement là-dessus, ça peut être réutilisé par plein d'autres cas d'usage. Et on est payé par des écosystèmes qui ont envie d'avoir de l'infrastructure et qui veulent la mettre en disponibilité open source. Donc, nous, on contribue à cette open source et on a des partenariats dans ce sens-là aussi. Très bien. Est-ce que vous voulez parler d'un petit quelque chose en particulier, peut-être par exemple, par rapport au dernier projet là, qui va arriver, c'est le 26, mardi 26 mars 2024. Est-ce que vous avez prévu une campagne de communication à ce sujet-là? Est-ce que... Ouais, on a lancé une campagne qu'on a appelée la Green Chip Campaign. On parle beaucoup de projets blue chip sur le front de la blockchain. On s'est dit, on a envie d'être le Green Chip Project. Donc, on a lancé cette campagne-là. On est assez satisfait, enfin très satisfait même. On a réussi à convaincre 15 acteurs du Web3, 15 acteurs autres que nous du Web3 de join, et des acteurs pas des moindres, Starknet, Argent, Mangrove, HCC, enfin voilà, des gros acteurs, des beaux acteurs de cet écosystème qui financent ce projet également. En fait, donc il y a la partie dont parlait Ramzi, il y avait déjà 250K de commit sur la partie investissement public, B2C, mais il y a aussi l'investissement B2B qui va compléter cet investissement-là. Donc voilà, il y a cette campagne-là. Puis quoi dire de plus sur ce projet? Je pense que, alors Ramzi l'a déjà dit, c'est un projet double A, top 2%. C'est un projet en termes de co-bénéfice, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est assez fou. Que ce soit en fait sur le retour aux communautés locales, que ce soit sur l'employabilité des femmes, que ce soit sur la protection des zones côtières, que ce soit sur la protection de la security food, donc en gros la biodiversité marine. Enfin voilà, c'est vraiment un projet qui en met plein les yeux à ce niveau-là aussi. Donc on vous invite à lire la due diligence ou lire les TLDR qu'on a fait sur Twitter à ce sujet. On en a fait plein, donc c'est un projet qui vaut le coup sans aucune équivoque d'un point de vue impact. Ça c'est clair. Superbe, excusez-moi parce que je suis obligé de me prendre la tête avec un bonhomme dans le chat qui veut absolument ma peau. On va donner le contexte à tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai montré sur l'interface que j'avais 330 shares et que j'avais généré un yield de 10 centimes. Donc, on m'a dit, ah ouais, alors comme ça, tu es actionnaire dans une entreprise et tu mets que 330 $. Bah, j'ai mis 330 $ en Juno à l'époque où le projet était sur Juno, écosystème Cosmos. Il y a eu une passation sur Starknet. Il y a un yield rétroactif que je n'ai pas encore récupéré. Donc, j'ai pas fait 10 centimes en 2 ans. Voilà. Il faut avoir un petit peu de bon sens quand même. Et la dernière chose, et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas et que je leur ai dit, que je leur aurais reproché, c'est, eh bien, je pensais que j'avais mon yield qui commençait à se faire depuis des mois. Et en fait, non, il faut absolument que l'actif, tu le déposes et que tu commences à effectuer une action sur la blockchain pour que ça commence à générer du yield. Ça, donc, en fait, je n'ai que quelques jours de yield. C'est notre seul moyen en fait technique de pouvoir savoir qui a la preuve de participation dans le projet. Parce qu'en fait, ta preuve de participation, comme tu le disais tout à l'heure, tu peux attendre 20 ans d'avoir la totalité du yield, ou tu peux dire, en fait, moi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de sortir mes liquidités. C'est la beauté aussi de la blockchain. Tu peux revendre ton actif et sur le marché secondaire et récupérer et cash out à la valorisation actuelle. Donc, tu peux très bien sortir. Et du coup, c'est là que le farming rentre en jeu. On a besoin de savoir à qui
redistribuer le rendement, en fait, qui détient la part dans le projet. Et c'est pour ça qu'on a besoin du farming pour pouvoir redistribuer à la bonne personne. Et donc, non, ta question n'était pas géante, Kix, c'est qu'ils étaient en train de parler. Tout à l'heure, tu demandais un partenariat avec un protocole de lending borrowing prévu pour utiliser le crédit carbone en tant que collatéral. C'est pas impossible pour l'instant. L'actif du crédit carbone, en fait, c'est pas un token fongible. C'est pas un token non fongible, c'est entre les deux, c'est un token semi-fongible. Et pour pouvoir faire ça, il faut une infrastructure et il faut la créer. On travaille beaucoup avec Mangrove, en l'occurrence, et d'autres acteurs pour pouvoir proposer ce type de service par le futur, mais ça serait totalement possible, comme ce que peut faire un Realty sur le collatéral des shares d'immeubles. J'aurais une question, quelle différence par rapport à Open Forest Protocol, qui est une bonne question. En fait, Open Forest Protocol, si on la simplifie, c'est plus, tu sais, on parlait tout à l'heure des MRV, des vérificateurs, et on parlait aussi des certificateurs. Open Forest Protocol, de ce que j'en comprends lors d'aujourd'hui, c'est un acteur qui essaie de se placer comme étant un certificateur ou un vérificateur, plus que réellement sur la partie financement ou la partie comptabilité ou ce genre de parties sur lesquelles nous, on se positionne à la fois en B2C et en B2B. Donc en fait, il y a plein d'autres projets qui sont un peu sur ce même segment, mais qui font pas la même chose et vous pourriez vous associer potentiellement. Et c'est rassurant, oui, c'est tout à fait l'enjeu. C'est rassurant qu'on ne soit pas les seuls. C'est important parce qu'en fait, c'est un marché qui se construit. Nous, on a deux approches. C'est plus on est de fous, plus on rit, déjà. Mais c'est surtout qu'on est là pour proposer des services nous, on est focus Stark sur la probabilité, la preuve, etc. On est là pour apporter une stack technologique et contribuer. Donc, on peut très bien proposer des services complémentaires et donc se mettre dans une chaîne logistique de dire, maintenant que tu as mesuré ton empreinte et que tu sais comment mesurer, tu vas te lier sur plugger, sur gérer et sur financer. Donc ça, on sait faire. Mais aussi, on peut leur proposer des services à eux où ils se disent, eux vont devenir plutôt des experts de la data et de la collecte de data. Pour le storage, on peut leur proposer nos services. Typiquement, un certificateur qui se dit aujourd'hui, je sais, c'est pas mon métier, moi, de maintenir une base de données, une architecture, on va leur proposer plutôt des services pour pouvoir avoir leur registre on-chain. C'est typiquement Et c'est quoi les next steps du coup là? C'est quoi vos top priorités pour que ça aille encore mieux? Pour Carbonable? Ouais. Franchement, là, ça va quand même bien, très bien. On est vraiment content. On est actif très fort au niveau du B2B. On est invité à plein d'événements pour typiquement Change Now la semaine prochaine. On a été sélectionné. On a deux pitchs là-bas publics à Change Now. C'est un événement qui regroupe tous les acteurs sur le front de l'ESG. Donc ça avance fort. On est content. Aujourd'hui, on s'est dit justement, là, on veut accélérer. Et pour accélérer, ça va passer par une nouvelle levée de fonds. On va lancer notre deuxième levée de fonds assez rapidement. On est déjà, tous les anciens investisseurs VC on travaille déjà main dans la main avec eux pour préparer cette levée-là. On va être introduit à pas mal d'autres VC assez rapidement et on va avancer sur cette deuxième levée-là. Donc ça serait, je veux dire, un des éléments clés sur le développement de la boîte. D'un point de vue technologique, on avance fort aussi. Et comme le disait Ramzi, on a 7 ingénieurs plus un PhD dans l'équipe. On pousse fort et là, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre en place, que ce soit au niveau produit ou que ce soit au niveau technologique, notamment le protocole V3, comme on l'appelle, qui va tokeniser les crédits carbone en tant que tel. Ça va être pas mal. Plein de choses. C'est ce qui va permettre de faire de l'order booking, c'est ce qui va permettre de faire des pools de liquidité, des protocoles de landing, etc. par le futur. Donc là, ça fait 6 mois qu'on est à fond dessus pour pouvoir sortir le produit. Et après, on a tous les sujets de décentralisation, ça va aller avec, en fait. Et quand on parle de décentralisation, on va parler de gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, on parle de leaderboard. Voilà, donc ça, c'est des sujets aussi qui vont arriver très prochainement. Mais j'adore. Franchement, là, t'es trop fort. T'es trop fort. Ok. Écoutez, pas mal. Et du coup, aujourd'hui, Abdel, qui nous a mis en relation, qui est aussi actionnaire de l'entreprise, qui a participé à la mise en relation avec Starknet, il fait quoi dans le projet maintenant? Il est advisor. Il a pris un poste plein chez Starkware en tant que... Il a 2 rôles maintenant, je crois, Ecosystem Lead et Head of Exploration. Nous, on est sur on a suivi Abdel au tout début sur Cosmos et on a déménagé sur Starknet. On est très content, on est orienté long terme. Nous, avec des projets à 20 ans, on n'a pas le choix. Donc, très content d'y être. On est quasiment tous les jours en contact avec lui pour essayer, nous, d'apporter notre pierre à l'édifice et d'apporter un peu de l'usage qui fait du sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'usages un peu
intéressants, mais pas toujours très utiles sur la blockchain. Et l'idée, c'est d'augmenter l'utilisation, les cas d'usage, ce qu'on peut en faire de manière générale. Très bien. Je pense qu'on va couper là-dessus, sauf si vous vouliez absolument pousser quelque chose. Comme ça nous fait un format assez digeste pour YouTube. Vous Parfait. voulez pas insister sur un point? Ouais, ils sont fous dans le chat. Je crois qu'il y a une question si tu peux contracter, Capet. J'adore. Le triceps encore à travailler, le biceps work in progress. Écoutez, biceps court, hein, on voit le petit trou là. Et ça, c'est du biceps décarboné. C'est du biceps décarboné au format ERC 1155. 55 de ouf. Ou 35-25 d'ailleurs. Les deux fonctionnent. Bon, voilà, en tout cas, je vous ai présenté Carbonable, ils sont sur Starknet. Je vous ai présenté Argent qui bosse sur Starknet. Le but, c'était pas forcément de vous canarder, c'est que, vous savez, je suis parti en vacances en Thaïlande. On aurait dû faire ce format plus tôt. Et du coup, je suis revenu de vacances. J'ai mis quelques jours à m'en remettre et on a fait pas mal de lives. On va voir d'autres lives, bien sûr. Pas mal d'autres lives. J'ai beaucoup m'intéresser à ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle sur le marché des crypto-monnaies parce que je pense que c'est une narrative super intéressante. Et puis, je vais essayer aussi de vous proposer de l'expertise sur d'autres écosystèmes. Et je terminerai sur une ultime question, messieurs. Vous êtes mariés à Starknet maintenant ou vous êtes plutôt chain agnostique dans l'idée pour votre projet? La réponse, elle est double en fait. Oui, on est mariés dans le sens Starknet, c'est une technologie auquel on croit énormément et on est bullish sur Starknet plus que jamais d'une certaine manière. Et en même temps, notre mission, elle va bien au-delà de Starknet. On n'est pas voué à vivre dans l'écosystème Starknet et n'exister que dans cet écosystème-là. Même techniquement, aujourd'hui, en fait, c'est pas d'être sur Starknet ou de palette qui va faire que le Carbonable success fail. Ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, DYDX ou Sorar, on ne savait même pas sur quelle chaîne ils étaient. Bon, ils étaient sur StarkEx, l'ancien produit de Starknet. Personne ne le savait. En fait, il n'y a pas besoin de le savoir. Aujourd'hui, on va rentrer dans une phase qui est plutôt qu'est-ce que nous, on a besoin sur l'écosystème pour avoir la meilleure efficacité, la meilleure, d'un point de vue long terme, avoir la meilleure expérience développeur. Ça, c'est important pour nous. Où est-ce qu'on veut être? Donc ça, c'est un choix qu'on a fait, qui est très intéressant d'un point de vue structurel, infrastructure, etc. Maintenant, pour l'utilisateur, on va aller de plus en plus vers une expérience utilisateur où en fait, on ne sait pas trop sur quelle chaîne on est. On a déjà vu l'expérience. Voir blockchain free, quoi. Blockchain free, abstraction chain, c'est la nouvelle narrative. Exactement. Mais le but, c'est le but pour tous les projets. Regardez pas sur quoi le projet est construit, mais plutôt quelle est la valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on n'a pas lancé de token dès le début. On focus sur la valeur ajoutée, enfin, sur créer de la valeur ajoutée, créer de la valeur. Mais c'est le cas pour tous les projets. En fait, être sur une chain, tu as un effet de hype qui va te ramener de l'activité, évidemment, à un moment donné ou pas. Mais en fait, ça va dépendre que toi. DYDX n'a pas eu besoin de l'appui marketing de StarkEx ou du token StarkEx pour exploser les scores. Donc, c'est plutôt nous, on essaie de garder la tête froide et d'être pragmatique sur cette approche-là. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'expérience utilisateur. C'est faire en sorte que vous puissiez faire des trucs que vous ne puissiez pas faire avant avec un niveau de sécurité assez élevé et pas cher. Superbe. Merci beaucoup, messieurs. Je vais vous demander, si vous nous écoutez sur YouTube, de nous dire ce que vous en avez pensé. C'est vrai qu'on a toujours un peu de mal à se dire comment on construit le discours pour expliquer tout ça. Donc, on a essayé de commencer sur le crédit carbone, après vous expliquer la mission, et ça a été plus ou moins bien réussi. Il va falloir encore travailler un petit peu le discours. Mais bon, vous avez compris, je pense, au bout d'une heure de quoi il s'agissait de toute façon. Donc, permettre à des entreprises et à du retail de pouvoir s'exposer à ce marché avec une infrastructure qui permet plus de transparence et plus de, on va dire, d'éthique. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Messieurs, reposez-vous bien et on se dit à très vite. Merci Capet, merci le chat. Ouais. Vous nous avez régalé. Merci à tous, merci pour les bonnes blagues.